Bonsoir, bienvenue dans le 19-20, une heure d'information et à la une du journal national, la marche contre le terrorisme dans les rues de Barcelone. Mobilisation importante 9 jours après les attentats qui ont fait 15 morts. Un titre qui sera développé à partir de 19h30. Place tout de suite à l'actualité en Bretagne et Pays de la Loire avec une nouvelle interdiction de baignade dans le Maine-et-Loire suite à la prolifération d'algues bleues. Des analyses sont en cours. 13 chiens sont déjà décédés après s'être trempés dans le fleuve de la Loire. Nous vous raconterons l'histoire familiale et les clés du succès d'une marque emblématique de la Bretagne, la Belle-Illoise, dont les conserves de sardines existent depuis 1932. Enfin, une performance artistique étonnante dans un parking souterrain du Mans. Le festival Teriaki anime la ville durant 4 jours au son des musiques actuelles et avec des installations scéniques innovantes. Par principe de précaution, c'est cette fois la baignade du lac du Maine qui a été interdite en cause la quantité extraordinaire de cyanobactéries dans l'eau. Les explications de Karine Langlais. Le lieu est très prisé des Angevins en période estivale, mais s'y baigner est désormais interdit. La ville d'Angers vient de fermer ce plan d'eau après l'apparition d'algues, un principe de précaution en attendant les résultats d'analyse. Début juillet, la même décision avait été prise pour quelques jours suite à la présence de cyanobactéries très urticantes. Pour l'instant, rien ne permet de dire si ces cyanobactéries sont similaires à celles qui prolifèrent depuis le début du mois d'août dans la Loire. 13 chiens sont décédés après avoir bu ou s'être baignés dans ce fleuve. En cause, ces algues qui d'ordinaire restent au fond des cours d'eau, mais qui remontent cet été en surface en raison des faibles niveaux d'eau. Plusieurs baignades sont interdites en Maine-et-Loire et cette semaine, le préfet a étendu cette interdiction à la pêche dans le fleuve et dans le Louet, un des affluents de la Loire. Dans l'actualité politique, l'université d'été des communistes, depuis hier et jusqu'à demain à Angers, c'est la 2e année consécutive qu'Angers accueille les adhérents et sympathisants du PCF. Parmi les sujets abordés, la rentrée sociale avec en filigrane la loi travail et la volonté de faire l'union de la gauche. Olivier Quentin et Thierry Poirier. Le Parti communiste avait pourtant lancé des invitations à d'autres sensibilités de gauche. Annoncé, Benoît Hamon ne viendra pas de tête d'affiche non plus de la France insoumise. Les universités d'été du PC ont tout de même attiré plus d'1 millier de militants qui chantent toujours l'international, mais qui ne séduisent plus hors de leurs frontières. S'il y a du rassemblement, c'est plutôt plus efficace pour nos concitoyens, c'est ça qui nous motive. Après, on ne va pas se marier avec ceux qui n'ont pas envie de nous épouser. Dans un discours de résistance face à la politique engagée par Emmanuel Macron, Pierre Laurent a tout de même appelé de ses vœux cette union de la gauche. Communistes, insoumis, écologistes, amonistes, socialistes de gauche, citoyens progressistes de tous horizons, cette majorité, nous devons commencer à la construire. Chez les militants de base, on avoue souvent une communauté de pensée avec la France insoumise, mais on se sent loin de ces querelles de pouvoir entre partis politiques. Rassembler des organisations qui ne veulent pas se rassembler, bon, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Et donc rassembler les gens à la base, c'est peut-être parler aux gens, à nos voisins, parler à nos collègues dans l'entreprise, c'est ça qu'il faut faire. Je pense que la rentrée sociale va aider aussi à remobiliser les jeunes, mais il y a vraiment une volonté des jeunes de ne pas accepter en fait, le monde qu'on nous propose, malheureusement, un monde très libéral où on n'a pas le choix du tout dans nos vies. 2 dates ont été martelées ce matin, l'appel à la grève générale pour le 12 septembre et la fête de l'UMA qui suivra. Le Parti communiste y comptera ses sympathisants. Consommer des produits de saison et locaux inspire de nombreuses initiatives comme celle-ci. Un habitant du Reux, près de Rennes, a développé un site internet, lepotiron.fr, qui met en contact des jardiniers et des consommateurs de fruits et légumes. Objectif, faciliter l'achat et l'échange en direct avec le goût du partage. En supplément, Catherine Jonot et Valérie Chopin. Un petit carré de potager dans sa maison de ville. C'est le loisir que s'accorde Luc, comme beaucoup de jardiniers amateurs, pour s'évader du quotidien. Sa récolte, il la consomme, mais parfois il y en a trop. Aussi, une idée a germé dans la tête de ce créateur de site internet. Il a remis en activité le potiron. À la manière d'Airbnb, une carte géocalisée indique les jardins où l'on peut acheter, vendre, échanger ou donner des légumes, une solution parmi d'autres. Les AMAP, c'est vraiment des maraîchers qui en font leur métier, qui proposent leur panier à qui veut. Ici, c'est vraiment le qui veut qui propose à qui veut. C'est-à-dire c'est vraiment le particulier qui a un surplus
plein de choses. Il y a beaucoup de personnes qui font des échanges via Facebook. Maintenant, c'est Facebook. Et là, l'idée, c'est d'avoir un site dédié à ça, quoi. Du coup, tu vois, j'ai encore quelques concombres, si ça t'intéresse, hein, en dessous, ceux qui sont en dessous. Ou de la courgette jaune. Tu veux goûter? Ouais. Le concept a séduit Marie-Laure, d'abord parce qu'il crée du lien social grâce aux échanges. Pas question de faire du business, son généreux potager peut bien faire beaucoup d'heureux. Tous les gens qui passent, je donne. Tous les copains qui passent, je donne partout. Mais bon, au bout d'un moment, on est une grande famille aussi, donc on mange pas mal, mais bon, ça suffit pas, quoi. Le jardin, il donne énormément des fois. Et puis après, il y a tous les plants qui poussent. Hein. J'ai mal au cœur quand c'est un plant de tomate qui a poussé spontanément de le mettre dans le compost. Hein. La vente, l'échange ou le don se base sur la confiance. Et puis le petit plus, ce sont les tuyaux et les conseils qui sont prodigués. Tu les coupes, hein, et à chaque fois ça repousse. Hein. Ah oui, oui. Donc ça dure pendant... là, le plant, il a 6 mois et on mange régulièrement dessus, quoi. Mais c'est pas toutes les blettes qui sont comme ça? Je crois que si. Voilà. 30 jardins sont inscrits sur le site du Potiron en Ille-et-Vilaine, 300 en France. Une jeune pousse qui ne demande qu'à grandir. Après ce reportage sur les fruits et légumes, gros plan sur les fameuses boîtes de sardines de la Belle-Illoise, des conserves colorées créées par la famille Illier à Quiberon dans le Morbihan. 85 ans d'une saga familiale et d'un succès toujours populaire. Thomas Paga et Karine Andouche. Ces gestes-là n'ont pas changé depuis 85 ans. Chaque jour de la saison des sardines, quand elles arrivent de la pêche, elles sont étripées, découpées, séchées et mises en boîte, le tout en 48 heures. Ce rituel, c'est le quotidien de Caroline Illier, la 3e génération des patrons de la conserverie. On allait et venait dans les usines, dans notre usine. Voilà, donc on y allait aussi parfois le dimanche soir pour appeler les sardinières pour dire qu'il n'y avait pas de sardines. On y allait pour sortir du poisson. C'est évocateur de mon enfance en fait. C'est mon métier aujourd'hui, mais c'est toute mon enfance. Ici, pas de machine qui risquerait d'abîmer le poisson. Et chaque détail compte. Les sardines sont soigneusement disposées sur le dos pour éviter que la peau ne colle à la boîte de conserve. Donc la plus grosse est au centre et les deux moyennes sont de part et d'autre. Si on avait mis la plus grosse sur le côté et les deux moyennes de part et d'autre, la boîte n'aurait pas été équilibrée. Ici, quand j'ouvre la boîte, j'ai une boîte équilibrée, la peau est bien brillante et pas abîmée. Mais à y regarder de plus près, certaines choses ont bien changé. Au début de la conserverie, le poisson sèche à l'air libre. Les sardinières travaillent en tenue de ville sur des planches en bois. Ce sont des femmes et les patrons des hommes. L'entreprise se transmet du père au fils jusqu'en 2011. Et c'est le grand bonheur que j'ai aujourd'hui de savoir que tout ça continue et que c'est ma petite fille qui tient le manche. Et c'est bien. Difficile pour Bernard Illier de reconnaître l'usine qu'il a vu commencer dans le métier. Tu vois, on est dans le truc toujours l'ouest, quoi. Ouais. Et d'Armor et Vergoat, super bon. Aujourd'hui, c'est l'une des 73 boutiques d'une entreprise qui réalise 45 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie près de 600 salariés en pleine saison. Moi, j'ai connu le fait d'aller chercher la sardine, non pas avec un camion, mais d'aller avec une charrette à bras. Pourtant, comme vous le voyez, je suis tout jeune. Alors que presque toutes les conserveries traditionnelles de Quiberon ont fermé, la Belle-Illoise survit grâce à une idée du fondateur en 1960. Miser sur la vente directe de boîtes de conserve colorées et refuser la grande distribution. Déjà aujourd'hui c'est limite, mais à l'époque encore plus, c'était un non-sens. Ça n'avait pas de sens, c'est un pari, mais un pari fou. Voilà. Et en même temps c'était visionnaire, parce que je pense que si l'entreprise existe encore aujourd'hui, c'est que pour ça. Dernier clin d'œil de l'histoire, le train qui relie la presqu'île de Quiberon à la Bretagne servait à l'époque à acheminer des sardines. Aujourd'hui, c'est celui qu'empruntent les touristes sur le chemin des plages. De cale en cale, la 19e fête des Doris se tient cette fin de semaine en vallée de la Rance. Ces petites embarcations utilisées les siècles derniers pour la pêche à la morue attirent chaque année de nombreux passionnés. Baptiste Galmiche et Myriam Thiebaud les ont rencontrés lors de leur escale à Langrau-les-sur-Rance dans les Côtes d'Armor. Les plus beaux Doris sont de sortie pour une promenade sur la Rance. Après un départ à la Villesse-Nonay, escale maintenant à Langrau-les-sur-Rance. Les 118 navigateurs sont tous passionnés. Je suis là depuis j'étais marin avant encore en plus. Alors je fais là depuis disons 17 ans. C'est l'huile de coude, c'est pas le moteur, on va où on veut, le fond est plat, on fait ce qu'on veut, c'est la liberté. On aime beaucoup. Et ce n'est pas une course, mais bien une promenade, car il s'agit avant tout d'un événement festif
qui rassemble les amateurs de Doris. Mais à l'origine, c'était bien une compétition. Moi, quand j'ai assisté à la première fête des Doris, la course, parce que ça s'appelait course. Et puis avant, les gens ramaient comme des malades. Et donc, on n'a plus voulu ça et on a appelé ça fête des Doris. Les Doris, qui tiendraient leur nom de la femme de leur inventeur, ont été utilisées ici au 19e siècle. Les goélettes embarquaient une trentaine de Doris et autant de marins pour les conduire à la pêche à la morue. Au fil des années, cette embarcation est tombée aux oubliettes. Alors l'objectif de cette fête est aussi de lui redonner ses lettres de noblesse et sa marche. Le Doris était une embarcation qui disparaissait, qu'on commençait à voir dans les parterres, qui devenaient des pots de fleurs. Et avec cette fête, on a relancé l'économie artisanale du Doris. Aujourd'hui, il se construit une quinzaine de Doris tous les ans. Et les gens prennent de plus en plus plaisir à naviguer sur ce bateau. Jusqu'à dimanche soir, cette promenade passe par 12 communes de la vallée de la Rance. Environ 9000 personnes sont attendues pour l'ensemble de cet événement. On reste dans l'environnement aquatique avec Redon en Ille-et-Vilaine qui accueille ce week-end les Coupes de France et de Bretagne de nage en eau libre et d'autres compétitions ouvertes à tous. Catherine Jonot et Philippe Quéroux. Du soleil, une eau douce à 23 degrés. La Vilaine est sous son aspect le plus favorable pour les différentes compétitions des épreuves en nage libre organisées le long d'un parcours en boucle. 10 km demain pour la plus difficile et 500 mètres pour ces enfants qui se jettent à l'eau dans un site renommé. Le cadre, la qualité de l'eau, le fait qu'ils aient quasiment que des lignes droites. Il y a 2 petits virages avant chaque bouée, mais vous avez cette opportunité d'avoir une grande ligne droite pour les nageurs, c'est assez intéressant. Dans la course 5 km, même distance, mais départ différenciés entre hommes et femmes. Il faudra environ 1 heure aux nageurs de tête pour creuser la distance. Tous n'ont pas l'ambition de gagner, mais juste de tenir. Il faut savoir tenir des régimes de fréquence de bras, des coups de bras, des allures qui sont assez spécifiques aux 5 km. Là, je vais essayer de continuer au fait, ce 5 km sur les 2 derniers kilomètres, vraiment avec l'énergie et l'expérience que j'ai sur ces courses d'eau libre. Pour certains nageurs longue distance, la compétition en revanche n'est qu'une formalité avant la réouverture des clubs et la reprise des entraînements. C'est le cas pour 3 membres de l'équipe de France Junior, originaires de Bretagne, Pablo Lecor, Louis Picoche et Morgane Dornic, numéro 22 chez les filles. Après une empoignade finale, elle termine seconde avant de partir s'entraîner au Québec. Là, je vais bientôt entamer ma saison pour l'université, pour l'équipe universitaire. Ça se termine en février et après on commence un peu à regarder la saison d'eau libre. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les critères de sélection pour l'été prochain. Mais je pense que l'objectif, ça va sûrement être de se qualifier sur le 25 km au championnat d'Europe. Les meilleurs sont à nouveau dans l'eau demain matin pour l'épreuve des 10 km retenue aux Jeux Olympiques. Puis à 15 h, place aux 2 km pour la Coupe de France. Dans le reste de l'actualité sportive du cyclisme, avec les 4 jours de Ploué, cette ville du Morbihan, et jusqu'à demain, la capitale bretonne des amateurs et professionnels de la Petite Reine. Au programme cet après-midi, une course féminine qui compte pour la Coupe du Monde. Jean-Marc Seigné et Jean-Michel Piron. Avec Anna van der Breggen, la championne olympique en titre, leader de la Coupe du Monde, les Bretonnes pouvaient-elles jouer leur carte aujourd'hui sur le circuit de Ploué? La réponse, tout de suite en images. Car quand les 144 concurrentes se sont élancées, 2 Bretonnes nourrissaient de véritables ambitions. C'est pas tous les jours qu'on court à domicile et voilà, du coup j'ai toujours envie de bien faire sur ce type de parcours à Plouay et ça me tient à cœur de vraiment courir ici tous les ans. C'est une course de placement avec un premier écrémage par l'arrière et du coup c'est vrai que si on subit la course d'entrée, c'est très difficile d'aller au bout. Des Bretonnes qui ont montré le maillot en évitant les pièges d'une course d'attente qui s'est surtout jouée dans la dernière heure. Les attaques se sont multipliées. À 17 km de l'arrivée, dans la côte de Timarec, se dessine alors une échappée royale. La championne olympique, Van der Breggen, est là, Longo Borghini aussi, Ferrand Prévost, Elisabeth Degnan et Ashley Moolman. Des favorites qui vont trop se marquer et permettre le retour du peloton. Dans le dernier tour, Pauline Ferrand-Prévost, encore elle, va sauter dans la roue d'Elisabeth Degnan. Pour les 2 anciennes championnes du monde, cette ultime attaque est la bonne et la Britannique plus véloce au sprint va s'imposer devant une Pauline Ferrand-Prévost totalement retrouvée. It's a great day, Elisabeth. Yeah, I'm very happy. Je me sentais bien, voilà. Je savais qu'au sprint ça allait être compliqué, donc
Néanmoins, j'ai attaqué une fois à l'avant-dernier tour. J'ai quand même réussi à leur faire mal, donc c'est cool. Voilà, très belle victoire britannique aujourd'hui à Ploué avec Elisabeth Deignan qui a devancé Pauline Ferrand-Prévot. Demain, ce sont les garçons qui rentrent en piste avec 251 km pour la Bretagne classique à suivre à partir de 13h35 sur les antennes de France 3. Rendez-vous est pris et toujours à propos de cyclisme, on a appris ce matin l'exclusion du Tour d'Espagne du Morbihanais Warren Barguil qui s'est illustré cet été lors du Tour de France. En cause, son indiscipline. Les détails sont à retrouver sur notre site internet bretagne.france3.fr. En football, Nantes recevait Lyon en fin d'après-midi pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. La rencontre s'est soldée par un match nul 0-0. Et en Ligue 2, après la victoire hier soir de Brest face à Nancy, Lorient a aussi remporté son match à domicile contre Reims cet après-midi sur le score de 2-1. Denis Bouanga a ouvert la marque à la 37e minute et Gaëtan Courtet a mis une tête victorieuse à la 88e minute. Les Lorientais se hissent sur la 3e marche du podium du classement provisoire. Et à l'affiche des prochains matchs de Ligue 1, Rennes joue ce soir à Toulouse, coup d'envoi à 20h. Demain à 15h, Guingamp recevra Strasbourg et demain à 17h, Angers accueillera Lille. On passe à l'actualité culturelle. Depuis jeudi et jusqu'à demain, Le Mans vit au rythme du festival Teriyaki, un événement dédié aux musiques actuelles et aux installations scéniques innovantes. Illustration avec le Suisse Zimoun qui s'est emparé d'un parking souterrain en plein centre-ville. Cécile Claveau et Yann Ledos. Une bille en polystyrène qui cogne sur un carton, ça fait ce bruit-là. Multipliez-le par 210 boîtes de carton équipées d'un système identique et vous obtiendrez ceci, un mur de carton de près de 50 mètres de long, une muraille sonore à l'origine de ce brouhaha étrange et entêtant qui laisse libre cours à l'imagination du spectateur. Le son fait à la fois peur et puis tout de suite ça suscite tout un tas d'images, une cascade, peut-être un train, donc on se met à peut-être être un peu plus attentif à l'écoute. Ça fait penser au départ à une minuterie, une horloge, enfin quelque chose d'assez cadencé. Et puis je suis allée derrière et je suis allée écouter derrière et on dirait un cœur qui bat en fait. L'œuvre est signée de l'artiste suisse Zimoun, très éloigné des installations branchées nouvelles technologies. Il ne s'agit là que de simples dispositifs mécaniques que les bénévoles du festival ont eux-mêmes assemblés. On a deux soudures qui vont actionner un petit moteur qui va faire bouger le fil de fer sur lequel est fixée une boule en coton assez compacte qui va du coup faire le bruit qu'on entend sur le carton. Donc c'est vraiment très simple. L'idée, c'est toujours d'avoir aussi des œuvres qui sont choisies pour être in situ. L'idée, c'est qu'un lieu peut correspondre seulement quelques installations. En fait, le lieu sert l'installation sert le lieu et on doit avoir une cohérence entre les deux. Œuvre tout aussi impressionnante qu'éphémère, cette installation, baptisée Sculpting Sound, vit ses dernières heures au festival Teriyaki. Elle est encore visible demain entre 10h et 13h dans le parking souterrain du Théâtre des Jacobins. Changement de décor et d'époque avec de la musique baroque dans les jardins du chef d'orchestre américain William Christie. Cela se passe à Tiré, en Vendée. Et les 7 jours de concert se terminent ce soir. Un enchantement pour les yeux et les oreilles. Thierry Bercot et Damien Ravelou. Dernière répétition avant le concert de ce soir pour ces deux jeunes musiciens repérés par William Christie et qui font désormais des tournées à l'étranger avec le maître des arts florissants. Pour eux, la musique baroque reste d'actualité et elle a bien sa place ici à Tiré, dans ces jardins à la française. On joue souvent dans des grandes salles de spectacle où le contact avec le public est pour le moins assez lointain, souvent. Là, on a les gens à nos pieds. On les entend respirer et ils nous entendent aussi respirer quand on joue. C'est très familial comme festival et très pastoral. Créer une pépinière d'artistes pour continuer à jouer cette musique si particulière et en donner le goût au grand public, tel est l'objectif du créateur de ce lieu insolite. Et quoi de mieux que ces ateliers pédagogiques pour transmettre la passion du baroque. Ici, en pleine campagne vendéenne, c'est une fondation qui est en train de se constituer. L'idée, c'est de former ici une structure qui pourrait fonctionner toute l'année
et de continuer cette mission, de transmettre, parce que ce n'est pas tout simplement la musique, c'est la culture, c'est la patrimoine. Ces promenades musicales attirent près de 8000 personnes chaque fin d'été, un succès grandissant depuis leur lancement il y a 8 ans. Ça fait la deuxième fois que je viens là avec mes amis, mais j'avoue que je reviens toujours avec plaisir. Exceptionnellement ce soir, le concert final n'aura pas lieu au Miroir d'eau, mais à Fontenay-le-Comte, la faute aux menaces d'orage qui risquent de perturber le spectacle. À suivre la couleur du ciel pour demain, puis ce sera l'heure du journal national. On se quitte avec ces images du 11e Tour de Bretagne à la voile. 25 équipages se sont élancés aujourd'hui pour cette première étape entre Saint-Malo et les Ardrieux. Très belle soirée à vous sur France 3 et à demain, midi pile. Fill the bathtub up.